moins de 7 heures par nuit, c'est quand même quelque chose qui est considéré par beaucoup de gens comme un mauvais sommeil. Et donc, nous, c'est notre valeur moyenne. Voilà, diapositive suivante. Alors, on leur demandait également s'il y avait des facteurs qui pouvaient impacter la qualité de sommeil. Ben oui, c'est le cas notamment pour les étudiants, puisque les études perturbent le sommeil de 60% d'entre eux. Mais on voit que c'est également le cas des actifs avec leur travail et de l'ensemble des Français avec leur vie personnelle, puisqu'environ 4 sur 10, en effet, sont impactés par ces différents facteurs. Alors, ce qu'il y a de très étrange, c'est que ceux qui sont plus impactés, c'est les familles sans enfants ou les hommes qui sont plus impactés par leur vie personnelle, qui considèrent que leur vie personnelle impacte la qualité de sommeil. Et on voit bien là le travail qu'il faut faire sur l'hygiène du sommeil, puisque finalement, quand vous êtes sans enfants, eh bien, vous allez avoir tendance à utiliser votre temps de sommeil à faire d'autres choses, alors que les enfants vont vous obliger à le régulariser un petit peu, parce qu'il va falloir s'en occuper, et puis il va falloir les coucher, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on interprète que là, vous avez 65% des hommes et 61% des familles sans enfants qui disent que c'est leur vie personnelle qui impacte le sommeil. Bien entendu, le travail impacte la vie des actifs et les études, la vie des étudiants. Donc, on voit bien que l'on peut avoir des démarches de prévention si on veut réduire en agissant à la fois au niveau du travail et de la vie personnelle. Une diapositive suivante. Alors, c'est à toi. Et je passe la parole à Isabelle qui va nous expliquer justement les bonnes pratiques et les croyances sur le sommeil. Merci Marc. Donc, une des choses qui nous a paru extrêmement important à regarder cette année dans l'enquête, c'était est-ce qu'il y avait des croyances qui ressortaient et qui pouvaient en fait expliquer soit des dysfonctionnements de la part des patients, soit, enfin, ou des personnes, puisque là on n'est pas dans des patients, soit des choses qui puissent permettre d'expliquer aussi une difficulté à mettre en place des bons comportements de sommeil. Donc, diapositive suivante. Alors, tout d'abord, on leur demandait s'ils avaient mis des mesures en place quand ils souffrent de troubles du sommeil. Et en effet, les 3/4 d'entre eux ont mis en place au moins une mesure, surtout des mesures comportementales, adopter des horaires de sommeil réguliers, avoir une meilleure alimentation, pratiquer un sport, par exemple. Et on voit que quand même 1/4 d'entre eux ont recours également à des aides médicamenteuses. Alors en effet, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qu'on voit en effet en clinique où quand les gens ils sont confrontés à un problème de sommeil, en fait les patients sont plutôt éduqués et connaissent des comportements à adopter pour pouvoir bien dormir. Et c'est vrai que souvent, la connaissance concernant des horaires de sommeil de bonne qualité, la connaissance concernant l'activité physique, concernant l'alimentation, font partie des choses que nos patients nous disent. Et donc, ça veut dire que le message, quelque part, passe. Néanmoins, on va le voir, il y a quand même des croyances qui sont pas tout à fait en fait correctes, avec des mauvaises connaissances et des mauvaises applications. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le patient met en place des comportements dits plutôt vertueux, c'est pas ça qui va forcément traiter le problème pour lequel il se plaint. Et je pense que c'est une des difficultés qu'on peut avoir en clinique, c'est qu'une bonne hygiène de sommeil n'est pas une garantie de voir disparaître la plainte de sommeil quand c'est une pathologie. Et donc, par contre, avoir des comportements vertueux, c'est tout à fait un problème de prévention d'autres pathologies dont on va vous parler tout au long de la conférence de presse. Alors, on leur a posé une question ensuite relativement nouvelle cette année. On leur a donné 20 items, donc 20 affirmations sur des effets positifs ou négatifs de certains comportements sur le sommeil. Donc, ils pouvaient avoir un maximum de 20 points et un minimum de 0 points, puisqu'ils avaient 1 point pour une bonne réponse, 0 pour une mauvaise réponse. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est le score moyen, qui est de 12,3 sur 20. Donc, ce n'est pas non plus un score extrêmement bon. Et on voit que seuls 4 Français sur 10, 39%, donnent un bon score.
Alors, ce qui était assez intéressant dans cette étude, donc le score est moyen, mais il est quand même au-dessus de la moyenne, donc je trouve quand même que c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est que les gens qui n'ont pas de soucis de sommeil présentent quand même des scores moins bons, enfin, parce que je pense qu'ils ne se souciant pas de leur sommeil, ils ne sont pas allés regarder et vérifier les données dans tous les médias qui sont à disposition. Et donc, on a essayé de voir un petit peu quelles étaient ces croyances dans lesquelles les gens avaient bien ou mal répondu. Donc, il y a 3 bonnes croyances qui sont bien identifiées des Français. C'est dormir dans une pièce calme et obscure. 80% répondent que ça a en effet un effet positif. Se changer les idées et se relaxer avant l'heure du coucher. Pareil, une très forte proportion qui attribue un effet positif. Également, aller au lit et se réveiller toujours à la même heure. Là, on est sur les 2/3 qui lui attribuent un effet positif. En revanche, c'est seulement 26% qui considèrent que se lever quand il est difficile de s'endormir a un effet positif sur le sommeil. Et à l'inverse, on voit qu'il y a une mauvaise connaissance de certains comportements qui peuvent générer un effet négatif. Par à peu près la moitié des Français, récupérer le manque de sommeil en dormant plus longtemps, faire une activité physique intense avant d'aller se coucher, là aussi c'est 29% des Français qui accordent un effet positif. Boire de l'alcool en soirée, 16% des Français. Et enfin, aller au lit 2 heures plus tôt que son heure habituelle, là aussi un effet positif pour 19% des Français. Et donc, alors ça, c'est aussi des croyances que l'on voit en clinique habituelle, dans le sens où les patients ont une vraie culture du rituel du coucher, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt acquise et qui va être très respecté la plupart du temps chez les gens qui ont des pathologies. Par contre, l'heure du lever et les rituels de lever sont beaucoup plus négligés dans notre société. Et c'est vrai que le fait de se lever tous les jours à la même heure, hein, qui est quand même ce qu'on on préconise, notamment sur un plan chronobiologique, n'est pas forcément quelque chose qui est facilement respecté, et ce d'autant qu'une pathologie mentale survient avec des décalages entre les horaires de lever, notamment le week-end par rapport à la semaine de travail. Et ce qui fait que la plupart du temps, on voit cette croyance, les patients pensent avoir un rythme très régulier parce qu'ils se couchent tous les jours à la même heure. Par contre, l'heure du lever est extrêmement difficile à maîtriser. La deuxième chose, c'est que la gestion des temps d'éveil pendant le sommeil est toujours délicate pour les gens, et notamment la peur éventuellement de se lever pour plus se réveiller. Ce sont des choses que l'on voit tout à fait en clinique et qui sont tout à fait révélées par cette étude. Et ce qui fait que ça va être contre-productif pour les personnes qui se plaignent de leurs problèmes de sommeil, dans la mesure où le fait de rester au lit est un gage d'appréhension par rapport au fait de ne pas dormir, et donc une majoration potentielle du problème de sommeil. Et puis viennent tous ces comportements dits satellites qui ont un impact direct sur le sommeil et qui souvent sont assez mal connus, et pour lesquels le patient, enfin ou la personne en général, a parfois vécu en fait une expérience qui confortait son opinion propre. Ainsi, il n'est pas rare de penser que l'alcool est un excellent sédatif. Moi, j'ai bon nombre d'insomniaques qui prennent un petit verre d'alcool avant de se coucher. Alors, ils ne le disent pas, mais c'est quelque chose de fréquent. Et pourquoi ? L'alcool, c'est un excellent anxiolytique et en plus, on a l'impression de s'endormir plus vite. Par contre, il va être néfaste, notamment sur la sécrétion de la mélatonine, que Claude devait vous présenter juste avant moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose donc qui va fragmenter le sommeil, l'alléger et au contraire être
un risque d'insomnie supplémentaire. Ce d'autant que s'il y a une consommation d'alcool un peu trop importante, on peut avoir des effets résiduels en journée et avec un esprit de somnolence ou de fatigue accrue la journée. Et je ne compte pas du risque lié à l'alcool et le syndrome d'apnée du sommeil avec une aggravation des syndromes d'apnée du sommeil. La deuxième croyance habituellement retrouvée est que l'activité physique est bonne pour le sommeil, c'est vrai. Par contre, faire une activité physique intense le soir, on sait que ça a un vrai impact sur notamment la régulation de la température centrale, corporelle, et donc a un impact direct sur le sommeil. Alors c'est vrai que ces choses-là sont à nuancer, mais pour le commun des mortels qui fait un sport très limité en semaine et qui est plutôt sédentaire, il est vrai que le sport le soir est un facteur d'aggravation des plaintes de sommeil. Alors, en même temps, à la décharge des patients, ils peuvent ressentir un bien-être parce que l'activité physique est aussi une espèce de catharsis et d'anxiolyse qui les détend en soirée. Mais ça n'empêche que ça puisse jouer sur leur rythme veille-sommeil et ainsi les amener à des privations de sommeil. Donc, c'est vrai que les rythmes de sommeil, et notamment le lever tous les jours à la même heure, cette obsession de la récupération à tout prix, et notamment en augmentant son temps de sommeil le matin, le fait de faire du sport le soir ou le fait de boire de l'alcool le soir sont autant de pensées qui vont être en fait nuisibles au sommeil. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir des messages clairs et ça c'est la prévention qui le permet. Diapositive suivante. Donc, en fait, nous avons édité sur le site de l'INSV certaines recommandations, 10 recommandations pour bien dormir. Alors, je rappelle qu'elles ne traitent pas les troubles du sommeil. Par contre, elles permettent éventuellement de maintenir un sommeil de qualité une fois qu'il est traité, ou surtout de ne pas entrer dans la pathologie du sommeil. Donc, la prévention est extrêmement importante. Et ça détermine donc les rythmes veille-sommeil avec l'importance de l'heure du lever le matin. Et après le topo de Claude, vous allez comprendre toute cette importance et surtout en santé mentale. On respecte son propre rythme, on respecte son propre besoin de sommeil. La lumière est extrêmement importante, mais je vais passer rapidement puisque Claude Gronfier va vous en parler. L'activité physique est importante et on privilégie la lumière et l'activité physique en matinée plutôt que le soir. On modère tout ce qui est caféine, enfin toutes les boissons stimulantes et énergisantes, surtout après 14 heures. On essaie d'avoir des repas à heure fixe. On privilégie des activités plutôt calmes, relaxantes en soirée et on aménage une chambre qui soit propice au sommeil. Bien entendu, le problème, ça va être les écrans. Et ça, c'est une déferlante absolue, puisque je vous invite à voir parmi vous qui utilise des écrans ou pas le soir. Donc, c'est un vrai problème. Et d'autre part, donc, il faut garder un temps au lit suffisant pour avoir une bonne santé. C'est une garantie de bien vieillir et qui vaut le coup dans la prévention. Donc, je vais vous parler de l'importance des rythmes. Si on peut passer sur la diapositive suivante. Alors, ce que l'enquête nous a révélé cette année, c'est un chiffre qui, moi, m'a beaucoup surpris, c'est que 17% des Français déclarent souffrir d'un trouble du rythme veille-sommeil. Ça, c'est plus que ce qu'on trouve dans les études qui sont menées dans les laboratoires de sommeil. On est généralement entre 2 et 3% pour certains troubles. On peut monter jusqu'à 5 à 10
lorsqu'on n'a pas la totalité des symptômes des troubles. Classiquement, ce qu'on appelle un trouble du rythme veille-sommeil, ce sont ces personnes qui vont avoir du mal à se coucher tard, par exemple, qui vont tomber de sommeil à partir de 20 heures, les couche-tôt lève-tôt extrêmes, qui sont en avance de phase de leur sommeil. Les couche-tard lève-tard, c'est le trouble inverse, ce sont ceux qui n'arrivent pas à se coucher suffisamment tôt et qui vont avoir du mal à aller au lit avant 2 heures ou 3 heures du matin. Ceux qui ont du mal à garder des horaires réguliers, le rythme veille-sommeil irrégulier, et puis les cas plus rares que sont les aveugles, ils sont en libre cours, puisque leur horloge n'est plus synchronisée aux 24 heures. Donc voilà là, classiquement les grands troubles du rythme veille-sommeil. Évidemment, parmi ces individus qui souffrent d'un trouble du rythme veille-sommeil, on trouve les personnes qui travaillent en horaire décalé ou en horaire de nuit, évidemment, puisque leur sommeil ne peut plus être synchronisé à la journée solaire. À chacun son rythme, on va y revenir, c'est un point qui est très important. Souvent, on a tendance à croire qu'on doit tous vivre avec la même rythmicité, mais en effet, chacun son rythme. Si on peut revenir encore un tout petit peu en arrière d'un clic, sur la dia, voilà, sur cette dia-là, c'est un point important qui a été évoqué par Isabelle juste avant. Les troubles du rythme veille-sommeil sont d'autant plus sous-évalués qu'ils interviennent dans un contexte psychiatrique. Elle en a déjà un petit peu parlé et je crois que Sylvie va en parler juste après. Sur la diapo suivante, ça c'est une image qui est récente, elle date de 2018, qui a été constituée à partir des données qui ont été obtenues dans la littérature scientifique. On a appris que presque toutes les fonctions de l'organisme sont soumises à une horloge biologique circadienne. On va y revenir, cette horloge biologique circadienne, elle permet d'exprimer des rythmes biologiques très précisément au cours de la journée de 24 heures. Elle se situe dans le cerveau, vous voyez cette petite horloge qui est au milieu du cerveau, c'est là que se trouve la première horloge qui a été découverte, l'horloge cérébrale. Elle est dans les noyaux suprachiasmatiques du cerveau et elle a constitué finalement toute notre base de compréhension de la rythmicité biologique. On a maintenant appris qu'il existe d'autres horloges dans l'organisme. Il en existe dans le cœur, le foie, le poumon, les voies qui sont dessinées ici. Dans quasiment tous les organes, il a été identifié des horloges. À quoi servent-elles ces horloges? Elles servent tout simplement à exprimer la physiologie au bon moment. L'horloge cérébrale, elle sert à exprimer le sommeil pendant la nuit et la veille pendant la journée. L'horloge hépatique, elle sert à cataboliser les toxines et à filtrer de manière appropriée les fluides, de manière à pouvoir détoxifier efficacement l'organisme. Les horloges qui sont dans le pancréas aussi vont être très précisément synchronisées de manière à pouvoir optimiser la digestion, pour le dire en termes simples. Donc, toutes ces horloges-là nous permettent finalement d'avoir une physiologie parfaitement synchronisée à la journée de 24 heures et en particulier au cycle lumière-obscurité, puisqu'évidemment, selon le moment de la journée, eh bien, lorsqu'on est en pleine journée, en pleine lumière, on a une activité physique, on va ingérer de la nourriture, on va faire de l'exercice. Au contraire, pendant la nuit, eh bien, notre organisme nous permet d'avoir un sommeil parfait, de bonne qualité, on va dire, lorsqu'on n'a pas de pathologie, et va nous permettre aussi d'effectuer un certain nombre de mécanismes réparateurs. Et donc, l'ensemble de ces fonctions sont synchronisées par notre horloge, par nos horloges biologiques. Donc, vous comprenez en voyant cette image que, évidemment, l'horloge est très importante et lorsqu'elle n'est pas bien calée, lorsqu'elle n'est pas bien synchronisée, eh bien, ça peut conduire à des troubles. Et maintenant, un certain nombre de troubles ont été bien identifiés qui surviennent lorsque le cycle veille-sommeil n'est pas bien respecté, lorsque la rythmicité du sommeil n'est pas bien respectée et lorsque notre horloge n'est pas bien synchronisée. Sur l'image suivante, sur la diapo suivante, eh bien, on illustre là la mécanique, on va dire, de notre horloge. Alors, cette image tout en haut, vous voyez ces oscillations, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que notre horloge, eh bien, elle est active, c'est ce qu'on appelle le signal électrique qui provient des neurones de notre horloge. Notre horloge est particulièrement active pendant la journée et très inactive pendant la nuit. Et ce phénomène-là, eh bien, si on mesure la distance entre chacun de ces pics, on va trouver que c'est très proche de 24 heures. On appelle ça la rythmicité endogène. Je dois préciser que cette rythmicité endogène, elle est sous-tendue par un petit nombre de gènes horloges, qu'on appelle les gènes horloges. Il y en a une dizaine, une quinzaine, si on veut être un peu plus large. Ce qui nous dit que, eh bien, cette rythmicité-là, elle est d'origine génétique. Et c'est très important. On y reviendra tout à l'heure. Lorsqu'on est couche-tard, lève-tard, ou lorsqu'on
on est couche tôt, lève tôt. En général, on l'est depuis la petite enfance et ça ne changera pas au cours de la vie. Il va y avoir des évolutions, on va le voir, mais ça ne changera pas beaucoup. Puisque cette rythmicité est proche de 24 heures, eh bien, il faut bien qu'il existe des mécanismes synchronisateurs, des mécanismes de remise à l'heure, tout comme on le fait avec nos montres, ou on le faisait avec nos montres mécaniques. Il faut remettre ces horloges à l'heure régulièrement, sans quoi eh bien, elles prennent un peu d'avance ou un peu de retard. Notre horloge biologique centrale et toute la panoplie des horloges dans l'organisme, des horloges périphériques, eh bien, sont resynchronisées par la lumière, qui est le principal synchroniseur. Et lorsque ces horloges sont synchronisées, eh bien, puisqu'elles sont en connexion directe, soit via des neurones, soit via des hormones, eh bien, cette horloge va permettre l'expression d'une physiologie adaptée. Par exemple, ici, vous voyez cette courbe rouge à droite, c'est la sécrétion de mélatonine. Elle est sécrétée la nuit parce que l'horloge déclenche la sécrétion la nuit. La température corporelle va chuter pendant la nuit, non seulement parce qu'on est allongé et parce qu'on s'endort, mais parce que l'horloge biologique déclenche la chute de la température. Et ça va participer d'ailleurs à la mise en place du sommeil, à la somnolence et à l'endormissement. Et puis la troisième courbe tout en bas, qu'on voit pas très bien, eh bien, elle représente le cortisol. Il est important que ce cortisol soit très bas en début de nuit parce qu'il va permettre l'installation du sommeil. Et il est aussi important que ce cortisol soit élevé le matin au réveil. Le pic se situe au moment du réveil parce que ça va participer à l'éveil et à la gestion finalement du premier stress de la journée qui est le lever. Sur l'image, alors juste un point encore sur cette image précédente, c'est, vous comprenez ici ce qu'il faut garder comme message, c'est que la lumière est notre principal synchroniseur et il est très important d'avoir une bonne exposition à la lumière. Isabelle l'a dit, une exposition trop tardive à la lumière, en particulier en provenance des écrans, pas uniquement le smartphone ou la tablette ni l'ordinateur, mais c'est aussi la télévision et la lumière qui se trouve dans la maison. C'est un problème le soir lorsqu'il y a trop de lumière, parce que cela va retarder l'horloge biologique et induire un sommeil plus tardif et aussi un réveil plus tardif. Et de la même manière, une exposition à la lumière le matin trop tardive, parce que par exemple le lever est trop tardif, eh bien ça va induire un retard de l'horloge biologique. Donc l'importance de bien s'exposer à la lumière et au bon moment est assez cruciale et va en partie être déterminée par nos comportements, vis-à-vis des écrans par exemple, mais aussi par notre comportement vis-à-vis du lever. Il sera important de garder un lever à la même heure pendant le week-end et ne pas se lever trop tard, sans quoi on va induire un retard de l'horloge. Sur l'image suivante, on y voit qu'on n'est pas tous égaux, à chacun son rythme. On n'est pas tous égaux parce que notre horloge est d'origine génétique, la vitesse de notre horloge est d'origine génétique. On voit ici sur cet histogramme que dans cette population qui a été étudiée de 157 personnes, eh bien, la vitesse de l'horloge se situe entre 23h30 et 24h30. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on clique, on doit voir apparaître deux petites boîtes. Est-ce qu'elles apparaissent, ces deux petites boîtes, quand on clique sur cette image? Ah, elles n'apparaissent pas. Ça n'est pas grave. Il y avait une petite boîte, voilà, merci. Une petite boîte à gauche qui indique que chez et ceux qui ont une période courte, par exemple comprise entre 23h30 et 24h, eh bien, l'horloge biologique a tendance à prendre un peu d'avance chaque jour, parce que l'horloge a une vitesse rapide. La journée biologique est de moins de 24 heures. Ce sont classiquement les couches tôt lève tôt qui ont cette horloge rapide, et on les appelle les chronotypes du matin. Ils auront tendance à se lever tôt et à se coucher tôt. À l'opposé de cet histogramme, celles et ceux qui ont une horloge biologique plus lente, comprise entre 24h et 24h30, eh bien la journée biologique est plus longue, l'horloge a spontanément tendance à prendre du retard. Ce sont classiquement les couches tard lève tard qu'on appelle aussi les chronotypes du soir. Donc à chacun son rythme et à chacun finalement sa physiologie. Il sera donc extrêmement important pour chacun de bien s'exposer à la lumière. Les couches tard lève tard, vous voyez par exemple ceux qui ont une horloge à 24h30 devront avoir une avance de leur horloge tous les jours par la lumière, sans quoi cette horloge va retarder. Et celles et ceux qui ont une horloge très rapide devront avoir une horloge retardée tous les jours pour qu'elle soit parfaitement synchronisée à la journée de 24 heures. Sur l'image suivante, on voit ici une courbe qui illustre comment le sommeil évolue, les horaires de sommeil évoluent au cours de la vie. Sur l'axe des X, on voit l'âge, entre 10 ans et 80 ans, et sur l'axe des Y, on a appelé ça le chronotype, considéré que c'est le milieu du sommeil. Quelqu'un, par exemple, un enfant ici, qui a un milieu de sommeil à
à 3h30, c'est le milieu de son sommeil se situe à 3h30 du matin. Donc vous imaginez un coucher vers 21h et un réveil biologique, naturel, qui va se situer de l'autre côté, qui va être éventuellement à 8h ou 9h. Évidemment, l'école, là, va poser un problème, mais nous reviendrons peut-être plus tard. Sur cette courbe, sur cette image, qu'est-ce qu'on voit? Prenons la courbe des filles, qui est cette courbe en ligne, cette ligne pleine qui est en bas. On voit que le sommeil se retarde progressivement, prend du retard entre 10 ans et 20 ans. Vous voyez qu'il se décale beaucoup puisqu'il est le milieu du sommeil est à 3h30 à 10 ans, il se situe entre 4h30 et 5h à 20 ans. Donc il s'est beaucoup décalé, il a pris beaucoup de retard. Et puis à partir de 20 ans, eh bien, la position du sommeil va évoluer dans l'autre sens et va progressivement s'avancer. Et c'est ce qu'on décrit classiquement chez le sujet plus âgé. Les horaires de sommeil, généralement, s'avancent un petit peu. On a la même courbe chez le garçon, sauf que le retard est beaucoup plus amplifié. Au lieu d'être au milieu du sommeil à 4h, 4.8 par exemple, comme ça l'est chez les filles à 20 ans, eh bien, il va se trouver quasiment à 5h30. Donc on a un retard de sommeil encore plus accentué chez les garçons et qui va perdurer un peu plus longtemps. Chez les filles, c'est jusqu'à 20 ans, chez les garçons, c'est jusqu'à 22 ans en moyenne. Donc là encore, femmes et hommes inégaux face au sommeil, les femmes ont un besoin de sommeil plus important et des horaires de sommeil qui sont plus précoces. Évidemment, ça n'est pas toujours possible dans la vraie vie de se coucher suffisamment tôt, donc les femmes vont éventuellement avoir une dette de sommeil plus importante que les hommes à cause de ce phénomène. Et puis on le voit, les adolescents sont naturellement décalés, à la fois pour des raisons de maturation de l'horloge biologique, processus endogène, et aussi pour des raisons de comportement, puisque la surconsommation des écrans à cet âge-là va avoir pour effet, s'il a lieu le soir avant le coucher, de retarder encore plus l'horloge. L'image suivante, et ce sera ma dernière, nous décrit qu'il existe, et l'enquête l'a bien mis en évidence, des liens étroits entre la rythmicité biologique et la santé mentale. Il existe des interactions réciproques, on va le voir sur le schéma juste en dessous, entre l'horloge circadienne et les structures cérébrales qui sont impliquées dans la santé mentale, qui mettent en lumière l'importance de la rythmicité biologique, l'importance de respecter les rythmes et d'avoir un environnement qui est favorable à la santé du sommeil et à la santé de l'horloge. Si on part de cette petite boîte qui est à gauche, qui s'appelle en anglais Circadian Genes, les gènes circadiens, ce sont les gènes qui expliquent l'oscillation et la rythmicité circadienne, cette rythmicité de 24 heures. Les études ont montré qu'il existe des variants, des mutations, il existe des polymorphismes de ces gènes qui conduisent à la fois à des troubles des rythmes biologiques et du sommeil, c'est la flèche qui se dirige vers la boîte du bas, mais aussi ces mêmes variants, ces mêmes polymorphismes conduisent à la boîte du milieu, c'est la flèche qui va vers le haut, qui nous montre des impacts au niveau cognitif, au niveau de la régulation de l'humeur, et lorsque on observe ces variants ou ces polymorphismes, eh bien cela conduit à des pathologies, plus de troubles psychiatriques et de troubles de la santé mentale chez ceux qui possèdent ces variants et ces polymorphismes, et aussi plus de troubles du sommeil et plus de troubles circadiens. Lorsque vous voyez que si on part de ces troubles circadiens, eh bien cela conduit à des troubles psychiatriques, et lorsqu'on a des troubles de la santé mentale, évidemment, et de la régulation de l'humeur, eh bien on va éventuellement avoir ces troubles psychiatriques qui sont listés ici, hein, ils ne sont pas tous listés, mais ceux qui ont été observés dans l'enquête cette année, ce sont des troubles de type dépression et anxiété. La littérature montre qu'il y a une augmentation de la consommation de certaines substances, y compris cannabis et alcool chez l'adolescent, mais pas que chez l'adolescent, chez l'adulte aussi, qui souffrent soit de troubles psychiatriques, soit de perturbations des rythmes circadiens et du sommeil. Et vous voyez que les flèches sont bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'un trouble circadien peut amener à un trouble de la santé mentale et vice-versa. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser la main maintenant à Sylvie, je crois qu'il va nous parler de la santé mentale. Effectivement, la dimension qui a été regardée dans l'enquête cette année, c'est la dimension anxieuse et dépressive, ainsi que les consommations des médicaments en rapport. Et on s'aperçoit qu'effectivement, enfin ça on le sait depuis longtemps, que l'anxiété et la dépression a beaucoup à voir avec le sommeil et le mauvais sommeil. Mais là,
c'était déjà apprécié sur une échelle, ce qui ne veut pas dire nécessairement une égalité syndrome anxieux ou syndrome dépressif, mais qu'il y a vraiment cette dimension présente. Et ce qu'on voit dans les niveaux de graduation des échelles, c'est que certes, il y a 40% à peu près des gens qui n'ont pas de pathologie anxieuse, mais vous voyez que en pathologie probable, on a quand même à peu près un tiers des individus qui sont anxieux. Et que dans ces pathologies, enfin dans cette dimension d'importance de la pathologie, on voit que ce sont plutôt des femmes qui sont, enfin ce sont aussi plutôt des jeunes et qui se plaignent aussi de réveils nocturnes et globalement plus de troubles du sommeil. Pour la dimension dépressive, là, on voit quand même qu'il y a une symptomatologie probable dans 15% des cas et que ce sont là encore les jeunes qui sont les plus touchés, avec bien sûr une moins bonne qualité du sommeil et plus de troubles du sommeil. Et c'est chez eux qu'on va voir plus de prises médicamenteuses, je dirais, enfin, de médicaments pour dormir, mais comme on va le voir après, d'autres médicaments. Diapo suivante. Voilà. Donc, il y a 16% des Français qui déclarent actuellement prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Alors, quand on demande les anxiolytiques, on ne sait jamais trop si c'est pour dormir ou si c'est uniquement contre l'anxiété. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une proportion élevée de jeunes entre 25 et 35 ans et chez ceux qui souffrent de troubles du sommeil. Et là, en cas de prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, le sommeil est de meilleure qualité pour 42% d'entre eux, mais on voit qu'il n'y a pas d'effet pour 37% et même plutôt une moins bonne qualité déclarée pour les patients au niveau pour 21% d'entre eux. Parallèlement, on voit qu'un tiers des personnes anxieuses et dépressives, insomniaques ou souffrant d'un trouble du rythme veille-sommeil ne prennent aucun médicament pour dormir. Donc, si les troubles de la santé mentale et les troubles du sommeil sont très liés, on ne peut pas dire que les médicaments règlent systématiquement les symptômes, disons, d'insomnie. Donc, c'est toujours très compliqué parce qu'on a effectivement des patients qui sont nécessairement dans une situation où le médicament va pouvoir les aider à sortir d'une période éventuelle difficile, mais parfois on voit des patients qui vont continuer à aller mal malgré les traitements médicamenteux, où ça va être long, il faudra d'autres traitements associés. En tout cas, le trouble du sommeil est un petit peu en filigrane tout le temps. Et il va falloir, comme le disait Claude, vraiment faire très attention au renforcement de tout ce qui va pouvoir contribuer à améliorer le sommeil. Et notamment, encore plus probablement chez ces patients-là, déprimés par exemple, on va voir des comportements à style de se coucher, de passer beaucoup de temps au lit, de se coucher plus tôt, de se lever plus tard, même si le sommeil est déclaré court. Et là, on va avoir beaucoup de travail pour accompagner ces patients, pour les aider à modifier leur comportement à un moment où ils sont en situation vraiment difficile. Parfois, il faut attendre quelques semaines après la période très aiguë d'une déclaration d'une dépression sévère, par exemple, pour pouvoir accompagner le patient vraiment efficacement sur le plan du sommeil. Diapo suivante. Alors, c'est vrai que le problème des troubles du sommeil, c'est que ça exacerbe les syndromes anxio-dépressifs et vice-versa. On marche vraiment dans les deux sens. Et encore plus que dans l'insomnie, je dirais, banale, quand il y a une dimension anxieuse et dépressive, il y a une encore plus grande attente sur il faut que je me repose, il faut que je dorme. Et donc, ça, on sait que c'est une pensée dysfonctionnelle qui va faire que ça va être le lit de tous les comportements néfastes, en réalité, pour le sommeil.
Le dérèglement de l'horloge biologique est aussi souvent noté, notamment par exemple, on sait que chez les patients bipolaires, il va y avoir un gros décalage des rythmes veille-sommeil où il y aura un endormissement tardif, un réveil tardif. Et là encore, il va falloir pouvoir accompagner les patients pour renforcer tout ce qu'on utilise le matin pour que ce soit la lumière, que ce soit le sport, en plus des traitements antidépresseurs, sinon ça ne marchera pas pour recaler, disons, les personnes. Et enfin, le dernier élément qui est intéressant dans ces rapports entre l'anxiété, la dépression et le sommeil, c'est que le sommeil, c'est vraiment un baromètre de l'humeur, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui va, chez quelqu'un qui est plutôt fragile du côté anxiété et dépression, qui va être vraiment un des premiers éléments qui va se déstructurer comme symptôme, avant même que la personne perçoive vraiment qu'elle est déprimée, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on apprend à nos patients, c'est de reconnaître le sommeil comme un indicateur de leur santé mentale et de leur dire, attention, n'attendez pas d'être au fond du trou, de ne plus pouvoir rien faire, etc. Dès que votre sommeil se déstructure, il va falloir reconsulter, retravailler avec un thérapeute pour éviter de sombrer plus bas. Diapo suivante. Alors, ce qu'on a vu, c'est que il y avait, au niveau de la dimension éco-anxiété, il y a des conséquences sur la santé mentale, mais elles sont plus fortes chez les adultes, chez les jeunes adultes et chez les personnes plus fragiles sur le plan psychologique, c'est-à-dire sur le plan anxieux et dépressif. Il y a une préoccupation de plus négative, disons, par rapport à tout, et que ce soit par rapport à notre situation actuelle, notamment de l'environnement, eh bien, il va y avoir une majoration de la symptomatologie. Et le problème qui est noté dans l'enquête, c'est quand même cette population de jeunes qui est beaucoup plus en souffrance. On a vu beaucoup plus anxieux, beaucoup plus déprimés et dormant plus mal. Et c'est vrai que pour les jeunes actuellement, se projeter dans l'avenir est quelque chose de difficile parce que il y a le contexte éco-environnemental, ça c'est clair, mais pas que. Hein, il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi tout ce qui va être difficulté au niveau de la vie de tous les jours, hein, avec là on a eu cette période de Covid qui a quand même été extrêmement perturbante pour tout le monde et plus particulièrement pour nos jeunes. Donc c'est vrai que c'est une population qu'il faut, je dirais, surveiller plus que d'autres, accompagner plus que d'autres, parce que c'est une population qui est beaucoup plus en résonance, disons, avec toute l'atmosphère, tout notre environnement actuel. Je crois que c'est Jean-Arthur qui va prendre la suite. Merci. Pour rebondir sur cette dimension. Et je ne sais pas si le micro passe, j'ai un feedback. Bon. Vous m'entendez bien? Non, non, voilà, ça c'est revenu. Mais pour rebondir, oui, sur ce que tu dis sur l'éco-anxiété et cette résonance avec l'environnement, la crise Covid, la crise de la guerre en Ukraine et maintenant la crise financière qui arrive, tout va bien. Donc en fait, c'est la première étude, cette enquête, dans une population représentative de la population française qui va évaluer l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, en fait, c'est un concept en psychologie de la santé qui est assez récent. Et donc, c'est la première fois qu'on a validé une échelle qui permet d'avoir un panorama sur cela. C'est un concept qui n'est pas encore complètement stabilisé dans les études psychologiques, mais cette échelle était intéressante parce qu'elle étudie cette dimension de l'impact émotionnel en lien avec la perception du changement climatique sur deux dimensions. Une anxiété, une inquiétude en lien avec le changement climatique qui serait, qu'on pourrait dire, adaptative. Finalement, il est peut-être normal de s'inquiéter pour le climat actuellement. Et donc, il est plutôt adaptatif qu'une population vivante se dise que quand son environnement commence à clocher, qu'il faille changer de comportement. Et la deuxième dimension, c'est une dimension là qui intéresse plus les psychiatres et les psychologues, c'est de se dire que certaines personnes vont avoir réellement une détresse, une souffrance mentale en lien avec ces changements climatiques. Donc il y a deux dimensions dans cette échelle et je vais vous présenter là dans les deux slides suivantes la première dimension.
l'éco-anxiété adaptative, et puis après l'éco-anxiété en termes de détresse. L'éco-anxiété adaptative, donc c'est impression de s'inquiéter normalement, enfin de manière adaptée à l'environnement, se retrouve dans plus de 60% des sujets interrogés. Je m'inquiète pour la génération prochaine, je trouve frustrant que les décideurs ne considèrent pas le travail du GIEC, etc. J'ai la peine pour ceux pour lesquels la santé est négativement affectée, je suis préoccupé par les catastrophes naturelles, voire je suis en colère pour les choses les plus élémentaires pour protéger l'environnement si elles ne sont pas mises en place. Alors 70%, 70%, j'en discutais hier avec Guillaume Font qui s'intéresse à l'éco-anxiété aussi à Marseille et qui me disait mais en fait il faudrait retourner les résultats. En fait ça veut dire que 30 à 40% de la population française ne sont pas inquiétés par l'environnement. On pourrait le mettre en rouge aussi et je dis ça veut dire que 40% de la population trouve que c'est OK actuellement. Donc on peut réfléchir peut-être qu'on c'est juste pour voir comment les chiffres, on peut les retourner. Vous voyez, on peut mettre du rouge. Et en fait, c'est quand même l'idée que ça arrive, quoi. La vague arrive et les gens en prennent conscience. Et il est vrai qu'il faudrait qu'on regarde les chiffres chez les enfants. Chez les jeunes adultes, je pense qu'ils sont plus élevés sur cette dimension positive d'éco-anxiété, c'est-à-dire un moteur au changement des comportements. Hop là, un écho. Deuxième dimension, celle de la donc diapo suivante, oui, l'aspect détresse en lien avec le changement climatique. On est plus dans le domaine clinique là. Alors là, c'était assez faible. J'ai mis qu'une seule des questions, celle qui nous intéressait. Je dors mal parce que je n'arrête pas de penser au changement climatique. Vous voyez, des ruminations anxieuses en lien avec le changement climatique. Ça représente finalement une faible part de la population, 14%. Donc si on voit que plus de 60% de la population française s'inquiète légitimement, une sorte d'écolucidité. Par contre, ceux qui ont des répercussions sur leur santé en lien avec les changements climatiques seraient plus faibles et seraient probablement surtout chez les gens qui ont déjà un trouble anxieux ou qui sont déjà une dimension anxieuse pour se faire des soucis pour tous les domaines de la vie quotidienne et donc le climat. Et donc, il sera intéressant de poursuivre les évaluations. Est-ce que l'éco-anxiété est uniquement liée aux troubles anxieux, psychiatriques? Comment ça impacte le sommeil? Est-ce que l'éco-anxiété, en termes de détresse, impacte spécifiquement le sommeil? Comment? Des études complémentaires vont être nécessaires. Alors, cette approche de l'éco-anxiété nous emmène à penser la santé d'un point de vue écologique. Et le sommeil est une dimension médicale, une dimension de santé emblématique de la question écologique en santé. Cynthia Fleury, qui est responsable de la chaire philosophie à l'hôpital au GHU, nous écrit dans Philosophie Magazine un numéro spécial récent qui nous montre, Didier Cugy de l'INSV nous soulignait qu'il y a très peu de médecins dans ce numéro de Philosophie Magazine et qui soulève que en fait, le sommeil, c'est une dimension qui concerne plus que les médecins. C'est-à-dire que là, vous n'avez que des médecins, mais en fait, il faut ouvrir la parole, il faut que la communauté entière, et même les non-médecins, prennent la parole également sur le sommeil, et c'est le cas de philosophes comme Cynthia Fleury. Le regard médical dominant pourrait dire « elle n'y connaît rien », et en fait, elle y connaît beaucoup, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Le sommeil, qui est une manière de nous accorder au rythme de la nature, d'éprouver notre interdépendance à son égard, est impacté par ces changements. Les changements climatiques, les changements sociétaux actuellement. Donc c'est cette connexion à l'environnement qui est soulevée par la dimension sommeil. Claude Gronfier vous l'a souligné, la lumière, les rythmes sociaux, c'est ce qui connecte nos horloges biologiques entre nous en fait. Entre nous, tous, toutes, en termes d'humains, de non-humains, en termes de vivants. Et l'approche écologique en santé, c'est ce que ça... on n'est plus dans l'anthropocène où l'humain est au-dessus du vivant, c'est le vivant en entier, quoi. Et c'est cette approche One Health qui a été soulevée principalement, enfin qui a été éclairée par la crise Covid, en dehors des aspects politiques de où est né le Covid, on va dire qu'il est né dans une ambiance écologique qui faisait qu'il y avait une pression environnementale sur des écosystèmes forestiers, des pangolins qui traînaient par là, etc. Même si ça a pu être à d'autres endroits. En tout cas, il y avait une pression qui fait que les interconnexions sont questionnées. Et le sommeil, par son approche physiologique et écologique, est emblématique de ces questionnements actuellement, puisque pour mettre en place un comportement de sommeil, certes, il y a des facteurs personnels, il y a les croyances qu'on a vues en termes de représentation. Croyance, ça veut dire représentation, comment je me représente la santé. Il y a cette difficulté qu'on est des êtres humains paradoxaux, c'est-à-dire qu'on peut savoir, mais on le fait pas, on peut savoir que le tabac tue, mais en même temps on fume, on peut savoir qu'il faut se coucher régulièrement, mais on le fait pas. Mais il y a également le fait que ces facteurs personnels sont en lien avec des facteurs plus sociétaux, plus écologiques. C'est en quelle mesure je suis en même
de le mettre en place. Si on pouvait rester sur la diapo. Si je suis en mesure de connaître mes besoins de sommeil, déjà il faut une société qui rende légitime cette sensibilité à mes besoins. Et de plus en plus, on est dans des sociétés où le monde du sensible a été recouvert par une espèce de rationalité des lumières dévoyées au nom de l'utilité capitalistique. Je suis désolé, c'était mon domaine le plus politique ici, mais c'est comme ça. Retour au sensible dans le sommeil, c'est important. Écouter ses besoins est un élément central. Et puis permettre à une société de pouvoir rendre possible le fait d'écouter ses besoins. Comment on peut faire la sieste dans une industrie, par exemple? Comment on peut gérer les rythmes de travail? Est-ce qu'il est bon de travailler en 3-8? Est-ce qu'il est bon de travailler la nuit? À l'hôpital, il y a des patients. Est-ce qu'il est bon de travailler la nuit pour faire tourner des usines de voitures thermiques? C'est des questionnements que le sommeil soulève pour la santé et qui sont très importants. Donc cette attention aux sensibles et rendre possible des agencements sociétaux où cette sensibilité à nos besoins de sommeil peut conduire à des comportements qui puissent être mis en place. Et donc, quand on fait de la prévention en médecine du sommeil, ça implique de prendre en compte ces capacités à mettre ces comportements de sommeil en lien avec les croyances des individus. Et donc, il y a un aspect de psychologie de la santé, de se dire comment les gens se représentent le sommeil, comment on diffuse de l'information pour dire que quand on se lève à 9h du matin, c'est pas qu'on est un fainéant, c'est pas qu'on est comme Macron qui se lève à 5h parce qu'il est petit dormeur et que c'est bien. On a le droit de se lever à 9h du matin. On a le droit. On a le droit de faire la sieste. On n'est pas fainéant. Et ces représentations, elles sont importantes. Et ensuite, on a le droit de faire la sieste. Et c'est-à-dire, on a le droit de demander que nos sociétés s'agencent pour donner aux citoyens des moments de sieste, par exemple, et d'être attentif à son sommeil. C'est un aspect de promotion de la santé politique. Puis, bien sûr, il faut qu'on fasse notre rôle de médecin, rendre accessibles des soins médicaux pour ceux qui, en plus de leur sommeil, ont des troubles psychiatriques, puisque le sommeil et les troubles mentaux, Sylvie nous le soulignait, sont reliés. Et donc, il faut rendre accessible la prise en charge psychiatrique et puis rendre accessible la prise en charge également en médecine du sommeil avec des centres du sommeil dédiés, formés, et la labellisation de la Société française de recherche en médecine du sommeil sur les centres dédiés au sommeil y est pour beaucoup. Et donc, c'est ce diagramme de Venn là qu'on a représenté, le santé du sommeil au centre de ces enjeux cruciaux pour la population. D'où la promotion du lever à 9h. Tout à fait. Non, mais on en a un peu moins besoin de sommeil l'été que l'hiver, compte tenu en effet de la photopériode qui est beaucoup plus courte en été dans nos latitudes que la photopériode de l'hiver qui est beaucoup plus courte l'hiver et beaucoup plus longue l'été. Et donc on a besoin de plus de sommeil l'hiver, mais notre société est plutôt pour nous faire marcher un maximum l'hiver, ce qui est encore un... Alors, je remercie beaucoup Jean-Arthur de cette implication et de vous démontrer comme quoi le sommeil est en effet un facteur qui est tout à fait important. Et donc, il y a 5 propositions que l'INSV va poser pour promouvoir la santé du sommeil. D'abord, il faut poursuivre l'intégration du sommeil dans les projets institutionnels de santé. Et Jean-Arthur a bien montré à quel point la société se doit de faire attention à cette intégration du problème de sommeil. Ça fait partie en effet de déterminants de santé importants. Il faut renforcer l'éducation au sommeil dès la maternelle. Vous avez vu que les jeunes sont particulièrement touchés et ont été particulièrement touchés, mais aussi du fait du comportement des adultes qui les a un peu mis à l'écart. Et donc, il va falloir renforcer l'éducation du sommeil parce que très souvent, quand les petits, on leur apprend le sommeil, eh bien, ils l'apprennent à leurs parents maintenant, ce qui est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et donc, il va falloir poursuivre notre collaboration de l'INSV avec l'éducation nationale et en particulier son conseil scientifique. Et l'éducation nationale est en train d'évoluer de ce côté-là avec en effet la publication de le sommeil, un bon sommeil pour bien apprendre. Il faut bien entendu promouvoir les connaissances de l'interaction entre le rythme veille-sommeil et les autres rythmes biologiques et sociaux. Et cette promotion va peut-être essayer de faire diminuer le nombre de postes à travail en horaire décalé qui augmente de façon croissante. Est-il indispensable d'ouvrir les magasins la nuit parce qu'on est dans une zone commerciale, ce qui suppose que vous incitez
des gens à travailler la nuit, mais aussi des consommateurs à consommer la nuit au lieu de dormir. C'est peut-être pas une très bonne incitation. Et donc, cette connaissance des rythmes biologiques, cette dégradation de l'horloge biologique dont vous a parlé Claude Gronfier, c'est quelque chose qui est très important à faire passer, en effet, au niveau de la puissance publique. Bien entendu, quand on parle de tout ça, bien, il faut qu'on ait des échelles, il faut diffuser des outils d'analyse fiables et valides dans les diverses composantes du sommeil. Et vous avez vu qu'à travers cette enquête, nous avons développé des échelles qui existent dans le monde anglo-saxon, qui ne sont pas encore validées en français et que l'on va tâcher, avec Jean-Arthur, de valider en français. Et bien entendu, il faut soutenir les réseaux et les associations, les sociétés savantes pour intensifier les actions d'information et d'éducation auprès du grand public, des professionnels et le COFRAD avec qui nous avons travaillé et dans justement la promotion du sommeil auprès des jeunes. Et c'est une action qui est tout à fait importante de promouvoir ce type d'activité pour que les jeunes considèrent que le sommeil, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui leur apporte du bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être considérable. Diapositive. Et donc, je passe la parole donc à Mélusine Harlet, qui va nous parler un peu. Venez à ma place. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. C'était extrêmement intéressant pour ce que j'ai pu entendre et pour ce que j'ai lu. Alors, je vais d'abord réagir en fait par rapport à ce que j'ai entendu là. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et je vois à quel point on est nous-mêmes à la MGN engagés sur cette question d'encourager les organisations au travail qui favorise effectivement la prise en compte de la question des besoins de sommeil. Parce que je pense qu'effectivement, on est dans une société où il y a une prise de conscience, c'est ce que vous avez montré aujourd'hui, mais cette prise de conscience doit être encore renforcée dans la pratique. Alors, dans vos 5 propositions, je vois que vous parlez de l'éducation des élèves. Je pense que la promotion de la santé auprès aussi des enseignants, de l'ensemble des communautés éducatives, des soignants, etc., est extrêmement importante parce que c'est aussi en questionnant leur rapport au sommeil et leur rapport à leurs besoins en lien avec leur activité professionnelle qu'on pourra faire avancer les choses. Donc la MGN s'engage évidemment dans cette voie-là sur la question du sommeil. Je vous dirai 2 mots ensuite. Et pareil, sur la qualité de vie au travail, le sommeil fait partie intégrante en fait de la réflexion sur la qualité de vie au travail. Donc il y a bien à la fois l'aspect individuel, moi en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que soignant, avec les rythmes qu'on m'impose. Je n'aborde pas la question de l'industrie, j'en fais l'économie, c'est très pratique. Comment je peux travailler sur mon sommeil, réguler finalement, ou en tout cas apprivoiser mon sommeil, de telle sorte que je puisse mieux vivre mon quotidien en fonction des contraintes professionnelles que j'ai, qu'elles soient temporelles ou qu'elles relèvent du stress, puisqu'on sait, comme vous l'avez montré aussi, que le stress a un impact extrêmement important sur le sommeil. Alors on va passer à la slide suivante. Donc je suis vraiment extrêmement enthousiaste en vous écoutant effectivement, et je me dis qu'il y a vraiment des très beaux liens. Alors, hop, voilà, donc quelques éléments donc, sur la prévention MGEN. Donc aujourd'hui, on accompagne 22 000 agents des fonctions publiques sur tout ce qui concerne la prévention. Et slide suivante, sur la partie sommeil, en 2022, on a donné 29 conférences ou ateliers et donc accompagné 1594 personnes. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Donc je suis fière de pouvoir vous le dire, d'autant plus que l'année dernière, je crois qu'on était à 19. Donc mine de rien, on en a fait 10 de plus. C'est déjà ça. Et puis ce que je voulais vous partager également, slide suivante, vous aurez dans la présentation, je pense qu'on vous l'enverra, un lien. On a produit des podcasts l'année dernière sur connaître le sommeil, comprendre le sommeil, et avec des mises en situation, notamment pour les personnes qui ont des horaires décalés. Donc sur les podcasts, on ne voit pas très bien là, mais il y a un podcast sur Théo travaille en horaire décalé. C'est spécifique pour les soignants notamment. Comment moi, si je suis soignant et que je travaille en horaire décalé, je vais pouvoir trouver les moyens, des techniques
pour bénéficier au maximum de mon sommeil. Et le premier podcast est intéressant aussi, il donne des petites clés assez simples en fait, du type ne pas prendre d'excitants après 14h ou 16h en fonction des personnes, se connecter à ses besoins, à son propre rythme, pour petit à petit rentrer dans une dynamique où on va apprivoiser son sommeil. Donc vraiment, les 4 clés, c'est connaître, comprendre, tester ce qui correspond à ses besoins et progresser. Voilà ce que je voulais vous partager rapidement. Pour nous, c'est important évidemment à MGN, puisqu'on voit à quel point le sommeil est un sujet d'actualité, à quel point il impacte au quotidien la santé et à quel point les problématiques de sommeil progressent. Et un dernier mot par rapport aux enfants, si évidemment on accompagne aussi les adultes, ça va leur permettre de mieux accompagner les enfants. Donc je dirais qu'il y a vraiment le double effet bottom-up et top-down qui est extrêmement important. Merci, voilà ce que je voulais vous partager. Et donc, Marc, je crois que tu dois dire 2 mots sur la journée du sommeil, il me semble. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette information et puis de ce partenariat renforcé qui existe depuis plus de 20 ans maintenant entre la MGEN et l'INSV. Alors, la journée du sommeil en pratique, il faut savoir que ça couvre le territoire national. Une diapositive qui vous montre la carte de France, qui n'est peut-être pas la dernière, sur lequel nous avons 61 centres de sommeil ou actions de sommeil qui ont lieu en France vendredi 17, donc partout en France. À Marseille, on en aura plusieurs. Il y en a une au niveau du centre du sommeil de Marseille, mais également une au niveau de la transmission du sommeil de la mère à l'enfant qui se fera à l'Estac, dans les quartiers un peu difficiles de Marseille, dans lesquels on va sensibiliser, parce qu'il faut voir que les populations précaires sont malheureusement plus touchées que les populations mieux nanties, et que le sommeil est un enjeu sociétal, et donc on va développer ce type d'activité. Donc il y a énormément d'actions qui sont faites. On a eu le bonheur d'avoir l'association France Alzheimer qui se rend compte de l'importance du sommeil, parce que quand vous êtes aidant et que vous n'arrivez plus à dormir parce que votre parent ne dort plus non plus, ça devient l'enfer et c'est ingérable. Et donc, il faut absolument aider les aidants pour qu'ils continuent à avoir un sommeil de qualité, parce que leur vie est difficile tous les jours. On a l'association France Insomnie également qui propose des choses. Il y a l'association Azimut qui propose des choses pour le sommeil des adolescents. Et donc, vous voyez qu'on a un riche panel de production sur le sommeil. Donc, on profite de cette journée pour mobiliser à la fois à l'ensemble du territoire national des actions locales où les gens peuvent se renseigner et peuvent parler de leur sommeil et peuvent voir ce qui existe. Parce que très souvent, la vie nocturne n'est pas partagée. Les gens qui souffrent la nuit ne vont pas le dire. Et cette journée du sommeil, un des rôles de cette journée du sommeil, c'est que les gens osent parler, parce que tout le monde en parle ce jour-là, donc il n'y a pas de problème pour que je puisse moi-même en parler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est relais. Si on parle de son sommeil, c'est alors que l'on va parler de son travail beaucoup plus facilement, où on parle de ses amis, mais on ne parle pas de la façon dont on dort. Voilà, je crois. Question, c'était pour savoir si quand on dormait plus longtemps, quand on est en vacances ou le week-end, est-ce qu'on rattrape finalement ne serait-ce qu'un peu la fatigue engendrée par des temps de sommeil plus courts en semaine, par exemple? Alors, en fait, là, il y a 2 systèmes qui régulent le sommeil. D'un côté, il y a le système qu'on appelle homéostasique, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de la journée, on accumule une dette de sommeil que l'on va rembourser pendant la nuit, si on caricature un peu. C'est un peu plus complexe que ça. Et se superpose à ce système le système de l'horloge biologique dont vous a parlé Claude. En fait, c'est l'adéquation entre les 2 systèmes et leur parfaite harmonie qui va permettre en fait le sommeil le plus réparateur. Donc c'est vrai,
que lorsqu'on fait une grasse matinée ou lorsqu'on décale ses rythmes pendant les vacances, on va ressentir un bienfait du fait de la récupération parce que les obligations la journée nous contraignent dans notre sommeil. Et c'est vrai que surtout les femmes, comme a dit Claude tout à l'heure, avec les contraintes professionnelles, vont avoir potentiellement un temps de sommeil réduit en semaine. Et donc, vous avez cette récupération le week-end possible. Alors, dans les extrêmes, lorsque cette différence entre le week-end et la semaine est importante, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. Hein. Donc, le souci est très certainement plus lié aux contraintes de la semaine, plus qu'aux contraintes du week-end. À la récupération de week-end, pardon. Par contre, ce qu'on a montré, et ça tous les chronobiologistes le disent, c'est que plus vous êtes en décalage par rapport à certains jours par rapport à d'autres, et plus il y a en fait une mobilité dans vos horaires de coucher et de lever, et plus votre système de régulation est mis à mal. Donc en fait, c'est une vision un peu court-termiste, la récupération de cette sorte avec la grasse matinée, et qu'en fait, pour une bonne santé, qu'elle soit psychique ou somatique ou physique, le mieux, c'est quand même de garder un rythme tout à fait régulier et notamment privilégier un lever matinal. Je pense qu'au niveau chronobiologique, ce qui est beaucoup plus intéressant pour la récupération, c'est la sieste, où on a une fenêtre là de sommeil qui est permise, qui est autorisée par notre organisme et qui fait qu'on ne décale pas trop les rythmes, à condition que cette sieste ne soit pas trop prolongée. Donc c'est vrai que au long cours, ne pas modifier trop ses rythmes veille-sommeil, c'est quand même quelque chose pour lesquels toutes les études scientifiques privilégient actuellement. Oui, pour compléter ce que dit Isabelle, dans les sociétés agraires, la sieste est naturelle. Et je veux dire qu'il n'y a que notre société qui a décidé qu'il y a une journée continue sans sommeil. Je dirais que dans toutes les sociétés agraires, vous avez une sieste qui est prolongée, parce qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un paysan de travailler en plein soleil. Vous voyez? Et je veux dire, c'est juste pas possible. Donc, et c'est pour ça que c'est bien important de comprendre cette interaction entre les rythmes et l'homéostasie. Donc, si vous manquez de sommeil, récupérez-la au bon moment et pas n'importe quand. Voilà le message pour simplifier, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une durée idéale de sieste, de temps de sieste que vous recommandez? Alors, la sieste a deux choses différentes. Hein. Vous avez deux types de sieste, deux extrêmes. Une première sieste qui est « je ne suis pas en manque de sommeil, mais simplement mes systèmes d'éveil ne sont pas habilités à fonctionner 8 heures de rang. Hein, il ne viendrait à personne de demander à un chauffeur routier de conduire pendant 8 heures. On leur dit de s'arrêter toutes les 2 heures. Mais pourquoi les chauffeurs routiers et pourquoi pas les autres employés, quoi. Je veux dire, pendant les autres, ils tricotent. Je sais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, toujours est-il qu'il est physiologique de s'arrêter pour laisser au repos ces systèmes d'éveil pendant une dizaine de minutes. C'est une sieste courte. Ce n'est pas une sieste dans laquelle on va faire du sommeil. C'est une sieste dans laquelle on va restaurer nos systèmes d'éveil pour qu'ils puissent continuer à fonctionner parce qu'ils ne fonctionnent pas non-stop. Ça, c'est un premier type de sieste. À l'opposé, vous avez un deuxième type de sieste qui est une sieste dans laquelle vous allez faire du sommeil. Et là, on va être plutôt sur 1 heure, éventuellement 1h30 ou 30 minutes, ça dépend un peu des gens. Bien entendu, c'est très important chez l'enfant, puisqu'il ne va pas pouvoir couvrir ses besoins de sommeil la nuit, donc il est important qu'il puisse faire la sieste. Mais c'est aussi important chez l'adulte quand il est en privation de sommeil. Et c'est ce que disait Jean-Arthur, il faut qu'il y ait des lieux de sieste, comme vous avez des lieux pour manger. Dans un grand nombre d'entreprises, vous avez une salle de repos dans laquelle on peut manger. Mais on aimerait que ces salles de repos, on puisse aussi s'y reposer. Voilà. Donc, mais c'est très important. Oui. Donc 37% de personnes qui considèrent qu'elles ont un mauvais sommeil. Est-ce que ça s'est vraiment nettement dégradé par rapport à ces dernières années en termes de courbe? Est-ce que ça va vraiment de mal en pis? Non, ça va toujours aussi mal. Ça ne sait pas. Si vous voulez, le problème, globalement, ce qui est positif,
c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui se rendent compte de l'importance du sommeil. Je veux dire, quand on en parlait il y a 10 ans, les gens considéraient que le sommeil, c'était une variable d'ajustement et qu'on se demandait pourquoi on militait pour le sommeil. Actuellement, tout le monde est convaincu du bien fondé de s'occuper de son sommeil. Mais par contre, à partir du moment où vous laissez les gens exprimer leur plainte, eh bien, on se rend compte qu'elle était très présente. Elle était probablement beaucoup plus tue dans les années 2010. Oui. Oui, moi j'avais une question sur les personnes qui sont plutôt sujettes à des troubles. Est-ce que c'est plutôt des ruraux ou des urbains? Est-ce que c'est plutôt des actifs qui vont rester dans un bureau? Ou est-ce qu'il y a une tendance à ce que ce soit des gens... Alors, un des avantages de l'enquête, c'est qu'elle est représentative en termes de localisation et on n'a pas pu faire de différence sur les troubles du sommeil, que l'on soit rural, que l'on soit dans une ville de moins de 20 000 habitants, de moins de 100 000 habitants. Donc, on a une répartition assez homogène sur l'ensemble du territoire. J'ai une question à propos des algorithmes, l'intelligence artificielle, la productivité continue. C'est une donnée qui ne va pas fléchir, à moins qu'on pulvérise intégralement tout le système humain et toute l'anthropocène, comme ça on n'aura plus de problème. Mais du coup, il y a une exclusion du vivant. Vous parliez des horloges biologiques chez le vivant. Tout le vivant est rythmé. Il n'y a pas de rythme dans la croissance continue industrielle 24 heures sur 24. Donc on arrive à un moment d'explosion littérale. Est-ce qu'on va éliminer les humains? Mais nous sommes quand même 8 milliards, ce qui est assez délicat, à moins de les pulvériser à coups de missiles, ce qui semble assez bien parti. Et donc, comment gérer cette distorsion absolue entre les exigences d'une civilisation de croissance continue et le fait qu'elle soit déterminée et voulue et qu'elle pèse sur du vivant, qui n'est pas que nous, homo, espèces humaines, mais toutes les espèces qui sont connexes et qui subissent notre continuité avec la pollution lumineuse nocturne, et elles aussi sont complètement perturbées. Que ce soit les chauves-souris, les pangolins ou quoi que ce soit, ils ont toutes les raisons d'être autant malades que nous. Oui, on partage ça avec vous. Ensuite, les raisons d'espoir, joli lapsus, ça serait que déjà on en parle, c'est qu'il y a une prise de conscience collective et citoyenne sur ces enjeux-là. Et d'autre part, il y a des outils de régulation numérique, par exemple les mails qu'on ne reçoit plus qu'on peut mettre dans les système de travail, le fait que le mail ne soit pas accessible chez soi, quoi. Je sais pas, nous à l'hôpital, on y a accès tout le temps, mais j'essaye d'envoyer les mails pas le week-end et pas le soir. Tu vois, je les envoie de manière programmée le lundi à 8h. Bon, du coup, tout le monde reçoit ses mails à 8h et ça stresse pour toute la semaine. Mais vous voyez, il y a des systèmes de régulation, mais ça me fait penser, ce que vous dites, en fait, c'est comment on pourrait remettre une rythmicité dans le numérique. Quelque chose qui bat dans le numérique, ça serait peut-être encore plus effrayant, mais en fait, peut-être qu'il faudrait imaginer une intelligence artificielle rythmée. Après, je ne sais pas ce que ça serait. Après, je pense que le problème du numérique, c'est que ça nous a inondés de façon rapide et récente. Hein. Moi, c'est les années 2000, quoi. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a toute une culture du numérique qui va apparaître. Moi, je suis une grande optimiste et j'ai toujours pensé que l'humain était un modèle d'adaptation majeur. Et je pense que le fait de prendre conscience des problèmes va nous faire obligatoirement à un moment nous réfléchir sur ces problématiques de façon spécifique. Je pense que politiquement, ça devient très dur. Du fait de la mondialisation, on vit à l'heure du monde. Or, l'heure du monde, il y a toujours une partie de la Terre qui est éclairée. Donc, il y a toujours quelque part quelqu'un qui est éveillé et qui fonctionne à plein rendement. Donc, à partir du moment où on est mondialisé, on a des contacts avec Hong Kong, aux antipodes. Moi, il m'arrive d'avoir des visioconférences avec des gens qui habitent très loin, à 6, 7 ou 8 fuseaux horaires. Eh ben, trouver un horaire de visioconférence qui ne soit pas tardif, ça devient très, très compliqué. Je pense que là-dessus, il y a peut-être, vous parliez de prévention, mais l'intelligence, gouverner, c'est prévoir. Là, avec la mondialisation, je ne vois pas comment on peut... Il n'y a pas de volonté politique d'interrompre ce circuit 24 heures sur 24, qui n'est d'ailleurs pas possible. Alors, il y a quand même deux éléments. Premier élément, on prend conscience dans nos sociétés industrielles de ces dérives. Je vous rassure, dans certains coins du monde, vous n'avez pas accès forcément à Internet, à haut débit et à pouvoir faire des conversations. Voilà. Donc, si on regarde l'ensemble de la planète, on n'est pas quand même... Alors, il y a en effet quelques... C'est l'ambition qu'ils ont, c'est que
Non, au départ, on a eu cette liberté, on se rend compte qu'il va falloir mieux la gérer. Et on est en train d'en prendre conscience. Mais comme disait Isabelle, s'il n'y a pas d'abord une prise de conscience, on ne peut pas trouver, et comme disait Jean-Arthur, on ne peut pas trouver des solutions. Actuellement, on vient d'être impacté de façon majeure par une nouvelle puissance qui fait qu'en effet, on peut communiquer de façon extrêmement facile sur l'ensemble du globe 24 heures sur 24. On se rend compte des effets collatéraux. Je vous rappelle que pour l'écologie, dans les années 60, on n'en parlait pratiquement pas. Et que maintenant, c'est un sujet qui est largement sur le devant de la scène. Je pense que cette rythmicité, ce retour au vivant, est en train d'émerger. Et donc, on va bien entendu avoir... Mais les politiques ne font que représenter, une certaine évolution de l'idée. Je vous rappelle que Jean-Arthur nous a dit qu'il y avait 65% des gens qui étaient avec une éco-anxiété normale, mais ce qui veut dire que 35% s'en fichent complètement. Donc, on a encore de la marge, et si nos politiques font encore partie des 35%, il y a un certain nombre de politiques qui font partie des 35%, qui s'en fichent. Voilà. Je vous propose, excusez-moi, je vous propose de poursuivre cette discussion après la conférence de presse. Est-ce que, éventuellement, vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, j'y vais. Oui, moi, c'était une question. Vous faisiez allusion, monsieur Ray, docteur Ray, à ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des pays qui sont plus avancés que la France en matière de prévention du sommeil? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à retenir de ces pays? Voilà, moi, j'y vois pas du tout clair sur comment ça se passe ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Non, alors pour l'instant, si vous voulez, il faut bien voir que les problèmes de sommeil vont toucher essentiellement les pays occidentaux industrialisés, d'accord? Et que les cultures de sommeil sont très différentes. Par exemple, au Japon, une caissière à un supermarché qui fait la sieste au milieu de son travail, c'est pas quelque chose qui est répréhensible. Si ça se produit en France, il y a des chances qu'il y ait de la violence. D'accord ? Donc on n'a pas le même apport, la même culture de sommeil, et il y a certaines peuplades d'Amazonie qui n'ont même pas un mot pour signifier insomnie. Oui, non, d'accord. Non, mais je ne dis pas que c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très inégal sur l'ensemble du monde, et donc on peut dire que il y a eu quand même au niveau de la Californie la nécessité de prendre en compte le facteur sommeil dans un certain nombre d'entreprises, des GAFAM, dans lesquelles vous avez des salles de repos, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui faisaient de la vidéo, qui faisaient de la création vidéo, ils créaient rien du tout s'ils ne faisaient pas une sieste avant de démarrer l'après-midi. L'après-midi, ça ne servait à rien. Donc, il y a eu des efforts qui apparaissent. Mais c'est toujours pareil, quand ça apparaît petit à différents endroits, c'est compliqué. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de leader dans les pays occidentaux en disant on a réglé le problème du sommeil. Non, et moi je suis allé voir hier la World Sleep Day, la World Sleep Society Sleep Days, ils disent la même chose, faire du sommeil. En fait, ils ont à peu près les mêmes propos, et pourtant on n'a pas copié-collé leur truc, mais on est dans le même état d'esprit. C'est faire du sommeil un enjeu de santé publique. C'est 10 000 pas par jour, 5 fruits et légumes, des moments de pleine conscience, je ne sais pas quoi, pour être attentif à sa santé mentale, et ensuite dormir de manière en quantité suffisante et régulièrement. Et ça... c'est pas intégré encore, mais c'est les rencontres avec la DGS, tout ça vont se faire, je crois, très prochainement. Donc en fait, les enjeux politiques et les instances de direction de la santé publique sont au courant, ils sont en train de faire le truc. Mais peut-être qu'on a un enjeu à renforcer le niveau de preuve. Si on sait qu'on peut modifier les comportements de santé dans la population, c'est-à-dire que des campagnes de santé publique peuvent modifier le sommeil des gens, il est plus difficile d'avoir un niveau de preuve, pour le moment, fort, aussi fort que pour l'activité physique, l'alimentation et le tabac, que ça améliore la santé populationnelle. Tous les éléments nous font dire que oui, mais c'est toujours des preuves un peu indirectes. Et donc, peut-être qu'associé aux campagnes de santé publique, il y a à promouvoir le fait que ces campagnes de santé publique soient associées à des évaluations rigoureuses pour asseoir les choses. Parce que...
Ah, complètement. Des études médico-économiques de l'impact, mais à la MGEN, je pense aussi. C'est que, en fait, pourquoi on promulgue le sommeil en société? C'est que c'est des gens qui vont coûter moins cher en termes de mutuelle et d'assurance. Je me permets de rebondir. En fait, on est sur du temps long. Et Jean-Arthur Micouleau vient d'évoquer la World Sleep Society qui avait pour thème, le World Sleep Day avait pour thème en 2018 Better Sleep, a Better Planet. Donc en fait, on est sur du temps long et la prise de conscience. Je vais rajouter, excusez-moi, juste par rapport à ce que vous disiez, effectivement, les campagnes de santé publique, c'est extrêmement important, on sait que ça marche. Donc effectivement, plus on se mobilise pour avoir des campagnes de santé publique fortes, et notamment sur le sommeil, puis on sait qu'on aura des impacts sur les comportements. On l'a vu avec le tabac, c'est juste incroyable. On le voit avec les sécurités routières, peut-être un peu moins, mais quand même. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Un autre élément, c'est pas juste pour réduire les coûts. C'est surtout d'abord pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Bien sûr, il y a un effet sur les coûts, mais d'abord, il y a un enjeu de santé publique. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le dire. Et en ce sens-là, moi aussi, je suis assez optimiste finalement. C'est qu'on voit qu'il y a des prises de conscience qui se font petit à petit depuis ces 10-15 dernières années. Le sommeil en fait partie, la santé mentale également. Et fort heureusement, puisque là, ça permet aussi à chaque citoyen de devenir acteur de sa santé, acteur de sa vie et de faire ses choix en conscience et de choisir, oui ou non, de rentrer dans la grande mondialisation, etc. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, ce sur quoi je voudrais rebondir tout de même, c'est que il est important aussi de ne pas aller vers des extrêmes non plus par un comportement de sommeil beaucoup trop rigoureux et bien vu. Parce que dans ces cas-là, on peut partir vers une autre pathologie du sommeil qui est que j'appellerais l'orthosomnie, comme on a l'orthorexie qui est de trop bien manger, de trop faire attention à ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut d'abord, en fait, dans ce concept d'écologie et d'humain, c'est mettre l'humain au centre, mais au centre, enfin l'humain, le bon humain au centre. Et que cet humain puisse respecter son environnement et que l'environnement lui apporte tous ses bienfaits. Je pense que c'est cet équilibre-là qui est peut-être un peu précaire actuellement. Mais par contre, c'est aussi penser que l'humain est un être de plaisir et que savoir faire des petites bêtises de temps en temps, c'est très bon pour la santé mentale aussi. Donc une petite grasse matinée, c'est bien. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci à